Silence dans les rues, valises qui s'empilent. Pourquoi autant d'étrangers quittent soudainement le Mali? Que se passe-t-il réellement derrière les murs des chancelleries? Entre tensions sécuritaires, pression politique et inquiétude grandissante, l'exode discrète s'accélère, et personne n'en parle vraiment. Dans cette vidéo, les experts donnent leur avis. Abonnez-vous, likez et partagez. De ce premier sujet et aborder à présent le deuxième sujet qui fait donc l'actualité depuis quelques jours. Depuis septembre 2025, vous le savez, le Mali cristallise toutes les attentions. Les terroristes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, affilié à Al-Qaïda, mènent une stratégie d'étranglement de l'économie du Mali en imposant par exemple des blocus sur plusieurs localités et sur les convois de carburant. Du même temps, plusieurs pays ont demandé à leurs ressortissants de quitter le pays. Comment est-ce que, messieurs, vous interprétez ces appels au départ de pays comme la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique, qui ont demandé à leur personnel non essentiel de rentrer? La France même a dit, pour être plus précis, il faut rentrer le plus tôt possible. Gaël Lakba. Mais moi, je pense que c'est du concret, c'est du réel. Quand on remarque, quand on voit dans l'histoire sociopolitique de nos différents pays, même en Côte d'Ivoire, on a connu cela à un certain moment dans la crise ivoirienne, c'est dit qu'il y a des moments où on évalue, on pense que bon, pour l'instant, les ressortissants, parce que ces pays-là, les ressortissants les tiennent vraiment à cœur. Ils ne supportent pas qu'un seul Français, un seul Américain tombe en territoire ennemi. Et puis voilà. Donc, ils peuvent souvent les laisser là, continuer à mener des activités et tout, même si on parle de situations de crise. Mais une fois qu'on sent que l'alerte est à un certain niveau, mais effectivement, ils appellent leurs ressortissants à prendre les mesures. Et puis après, on cherche à les rapatrier. Si on est à ce niveau-là, c'est parce qu'aujourd'hui, la situation au Mali est vraiment délétère. On a beau faire, les gouvernants maliens ont beau faire la propagande avec les patriotes, ont beau faire la propagande pour dire qu'ils maîtrisent la situation, mais dans une autre communication parallèle, celle qui vient de l'extérieur, parce qu'au Mali aujourd'hui, les médias sont presque bâillonnés. Donc ceux qui sont de l'extérieur font des points qui ne sont pas forcément égaux à ce que les responsables au pouvoir disent. Donc une chose est sûre, aujourd'hui au Mali, il y a la situation de l'attaque des infrastructures, il y a le blocus économique, il y a les menaces terroristes. Les terroristes ne font qu'avancer. Et vous savez, quand ils arrivent dans une localité, ce qui se passe, mais ce n'est pas des choses d'ange. Donc, ces États-là, en légitime, on va dire, défense, de protection de leurs ressortissants, appellent leurs ressortissants à prendre les dispositions et c'est tout à fait logique. Peut-être que bientôt, nous aussi, si la situation s'aggrave un peu plus comme on est proche, vous verrez que peut-être que l'État de Côte d'Ivoire aussi prendra ces dispositions pour faire entrer ses ressortissants. Que révèle cet appel au départ des ressortissants, Mohamed Nourdir Souba, selon vous? Je pense que c'est un appel qui est normal. Tout pays a le droit d'être soucieux par rapport à ses ressortissants. Et d'ailleurs, je voudrais commencer par avoir une pensée assez pieuse pour l'influenceuse Mariam Cissé, vous savez, dans la région de Tombouctou, qui a été exécutée sur la place publique par les djihadistes. Et cela, justement, ne renforce pas le sentiment de sécurité des ressortissants des pays étrangers. Je pense que, malheureusement, les populations sont en train de payer le prix fort. Ce qui se passe au Mali en ce moment, il faut le dire, on n'est plus dans les affrontements directs entre le JNIM et le gouvernement malien. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'asphyxie économique qu'ils sont en train de faire au niveau de Bamako. Tout simplement, les populations maliennes sont en train la population malienne et même celle des ressortissants étrangers aussi, sont en train de littéralement payer le prix de cela. Et c'est ce qui est réellement dommage. Quand on voit les étudiants aujourd'hui qui ne peuvent plus aller à l'école, quand on voit justement les familles qui ont des revenus qui sont impactés par toute cette situation, c'est tout à fait normal, c'est un sentiment normal que des pays comme la France, les États-Unis ou la Grande-Bretagne justement demandent à leurs ressortissants de revenir parce qu'ils estiment que justement les conditions au Mali ne sont pas idéales. Après, ce que je trouve regrettable aujourd'hui, c'est qu'on est essentiellement dans une guerre de propagande, dans une guerre de communication entre forces djihadistes et les forces pro-gouvernement. Et au lieu simplement d'être dans une logique de recherche de solutions, enfin les solutions on les cherche, on ne les trouve pas, on l'a vu il y a de cela quelques jours. Le Mali avait essayé donc de passer par le Burkina Faso avec l'AES pour se faire livrer du carburant, mais cela a échoué encore avec des attaques de convois. Donc ce sont des populations qui sont en train d'en pâtir, ce sont des populations qui malheureusement payent le prix de cette guerre de communication-là qui ne fait que s'intensifier et cette guerre de propagande-là. Donc c'est normal que ces pays-là appellent leurs ressortissants à revenir. Cheikh Doumbia, et pourtant, on a vu encore hier la télévision malienne, l'ORTM, qui a produit des reportages montrant la vie se faire au Mali, des populations qui sortent pour aller travailler. On est en droit de se demander finalement si ce n'est pas un acharnement médiatique, parce que loin même des appels de ces pays qui appellent leurs ressortissants à rentrer, vous avez aussi des médias européens qui, depuis des jours, ne cessent d'alerter sur la situation au Mali. À qui doit-on croire finalement ? Il faut croire aux Maliens eux-mêmes. Je pense que c'est aux Maliens qu'il faut faire confiance. Le pouvoir en place, c'est un pouvoir qui s'est illustré, c'est très bien illustré d'ailleurs dans le jeu de tronquer la réalité par des moyens de communication. Donc,
Aujourd'hui, il n'y a, à mon avis et selon mon entendement et de ma connaissance, ce pouvoir n'est pas fiable. Ils ne disent pas la vérité, pour être clair. Alors, si eux aussi, ils arrivent à accuser les autres de ne pas dire la vérité, je considère que ce n'est pas une vérité non plus. La réalité de ce pays, ce n'est pas le JNIM qui devient tout subitement super puissant et qui occupe le territoire. C'est le régime de Assimi Goïta qui n'arrive pas à sécuriser son pays. C'est impossible pour moi de comprendre et par quel mécanisme que ce soit qu'un pays qui fait 1 241 238 km², qu'une distance aussi courte de Zégo à Bamako, qui tourne aux environs de entre 400 et 500 km, que l'on ne puisse pas sécuriser cela pour que le carburant puisse atteindre la capitale. Donc ça, ce n'est pas la superpuissance du JNIM, mais c'est la faillite de tout un système qui, dès le départ, ne pouvait conduire qu'à cela. Et des gens comme moi avons tenté réellement d'expliquer aux gens, attention, on ne lutte pas contre le terrorisme de façon isolée, c'est une erreur, et c'est ce qu'ils ont tenté, ça ne fonctionnerait pas. 2, combattre le terrorisme n'est pas simplement une affaire de combat militaire. Donc cette tentative de faire une solution militaire azimut ne fonctionnerait pas. Ils ont été prévenus, les gens ont parlé, ils ont décidé par eux-mêmes de quitter l'organisation sous-régionale, ils ont décidé par eux-mêmes de s'isoler pour des prétextes qu'eux seuls peuvent expliquer, et la conséquence légitime est aujourd'hui que l'appareil d'État est en train de simplement s'arrêter. Et quand il s'arrête, il laisse la place à quoi? À cette possibilité qu'aujourd'hui, parce que la réalité, et elle est indéniable, le JNIM arrive à faire la loi dans une grande partie du pays. Et pour beaucoup qui sont simplement concentrés sur Bamako, les gens pourront peut-être aller au travail à Bamako. Peut-être. Mais la réalité est que, Nour l'a rappelé tout à l'heure, qu'on arrive à exécuter une jeune dame en tout cas sur la place publique dans la région de Tombouctou. La réalité est que nos femmes aujourd'hui sont obligées de porter la burqa pour se déplacer à l'intérieur du pays. La réalité est qu'aujourd'hui, nos opérateurs économiques n'arrivent plus à faire exactement ce qu'ils ont à faire parce que de jeunes gens portant des Kalachnikov arrivent à leur barrer la route. La réalité est qu'au niveau des ports de Dakar, d'Abidjan, de Tema, de Conakry, le matériel est stocké et nos entrepôts sont presque pleins parce que le transport est difficile, le carburant est absent, l'électricité est absente, l'eau est absente. Ce peuple est en train de subir, j'ai envie de dire, c'est que le terrorisme, aujourd'hui, le Mali se trouve entre deux fronts terroristes, point barre. Pour moi, il n'y a aucune différence entre celui qui n'est pas capable, en étant dans les hautes fonctions de l'État, de réaliser la souffrance de son peuple et d'y apporter des solutions, et celui qui tente simplement de transformer la vie de ce peuple-là en utilisant les moyens coercifs pour pouvoir y arriver. Donc, mais est-ce qu'ils n'ont pas hérité aussi de cette situation? Quand ils arrivent au pouvoir, à la chute d'Ibeka en 2019, le terrorisme a déjà pris une grande partie du territoire malien. Attention. Là, c'est ce que beaucoup de gens disent, mais si on regarde bien. En 2012, il y a le repli tactique de l'armée qui fait que nous perdons Kidal, Gao, Tombouctou et une grande partie de Mopti en 3 jours. Si ce n'est que pour les commandos volontaires qui résistent un peu à Kona et qui ensuite Serval s'engage dans les combats, le pays était en train de tomber. Le monde s'est engagé. Partout, tout le monde avec les moyens qu'ils peuvent engager. Et à la fin de cet engagement, le président Ibeka est élu en 2013, il essaye de redresser cette armée. Il y travaille, la loi de programmation militaire est votée, il y a un budget de 1300 milliards sur 5 ans qui est mis en place pour remettre cette armée sur pied. Et au bout de quelques années, des officiers ont pensé que, bon, peut-être ils seraient plus aptes à faire face à cette situation. Et lorsqu'ils arrivent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que des phénomènes que nous n'avons jamais vus, notamment les rangs kilométriques dans les stations, nous n'avons jamais connu ça, malgré qu'il n'y a aucun chef d'État malien qui n'ait fait face à cette crise. Il n'y en a pas un. La première date de 61, Modibo a fait face, Moussa a fait face, ATT a fait face, Alpha a fait face. Tout le monde a fait face, on n'a jamais été atteint cet état de criticité. C'est parce que le dirigeant actuel n'a non seulement pas de vision et qu'il a mis tout l'armada institutionnel dans une difficulté dont ils ne peuvent pas se sortir. Notre armée se bat et continue de se battre avec une grande bravoure. Le souci aujourd'hui est que des militaires sont obligés d'être dans les opérations sur une année plus. Les gens sont fatigués, ça fait 5 ans qu'ils se battent sans arrêt. C'est pourquoi on disait toujours, attention à éviter toute cette difficulté parce que si tu as 1 million de kilomètres carrés, le plus grand territoire après le Niger en Afrique de l'Ouest, tu ne te lances pas dans un combat si tu n'as pas un certain nombre d'effectifs. Sans cet effectif, tes hommes vont se battre avec tout le courage, tout le patriotisme. Ils vont s'épuiser. Parlons des moyens. Tous les moyens de l'État ont été pris, mis dans des drones et dans des avions. Oui, dans le désert, tu pourras bombarder. Mais si c'est à Sikasso que ça se passe, dans un village agricole, tu ne peux pas utiliser ton drone. Ça, c'est des investissements erronés. Tu ne combats pas des motocyclistes avec un drone Baïkar. Ça ne fonctionne pas. Donc, c'est une mauvaise... Ce n'est pas la force du JNIM qu'il faut craindre aujourd'hui. Moi, je crains beaucoup plus l'incapacité et l'incompétence d'Assimi Goïta et de
surtout son régime, qui n'arrive plus à sécuriser les Maliens et leurs... Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.